Michael Jones, comment êtes-vous arrivé dans la musique? Ça a été quoi votre premier contact avec la musique? Je suis né au Pays de Galles, donc on tombe un petit peu dedans quand on est petit, comme Obélix. Et donc, la première chose qu'on apprend à l'école maternelle, c'est à chanter et à faire du bruit avec des instruments. Et quand est-ce que vous vous êtes dit « je vais en faire ma vie » ? En fait, c'est la musique qui m'a choisi. J'avais fait des études d'ingénieur en mécanique de sport. Et je rencontre des musiciens en France et je pense venir pour prendre un an sabbatique pour m'amuser un peu, et ça fait 50 ans que ça dure. Vous avez fait le trajet inverse. Souvent, les musiciens français rêvent d'Angleterre, rêvent des États-Unis. Vous êtes venu en France. À l'époque, la France était un pays où on pouvait venir faire de la musique, en vivre assez facilement. En Grande-Bretagne, par exemple, pour être professionnel, il faut être salarié d'un artiste. Donc, c'est des places qui sont très, très rares. Donc, venir juste pour le fun, faire de la musique comme ça, c'était vraiment beaucoup plus facile en France. En plus, il y avait à l'époque encore des bases américaines où on pouvait aller jouer pour les Américains qui, eux, ils aimaient le blues, le rock, le soul. Vous vous souvenez de la première fois où vous avez joué de la musique à Paris? Ouh là là, à Paris. Ou en France? Je crois qu'à Paris, je me rappelle, on s'est fait arrêter par la BAC. On avait joué dans un théâtre au nord de Paris. La BAC Nord? Et donc, on était en train de retourner à l'hôtel et on ne voulait pas laisser les guitares dans le camion. Et ils ont dû croire qu'on faisait un cambriolage. Et c'était difficile parce que d'abord, ils ont commencé par nous tutoyer. Et j'ai trouvé ça pas très poli. Et violemment, quoi. C'est-à-dire qu'il ne nous parlait pas gentiment du tout. Donc, il me dit, ça fait combien de temps t'es là? Je dis, 3 jours, tu te fous de ma gueule? Non, je dis, ça fait 3 jours qu'on est à l'hôtel. Et bon, ça s'est arrangé à la fin, mais bon, c'était ma première rencontre avec la BAC. Donc, vous avez un souvenir ému? Grave. Et votre première rencontre avec Jean-Jacques Goldman? Dans une réunion à Sceaux. Avec la BAC? Non, là c'était plutôt une rencontre heureuse. C'est-à-dire qu'on avait été réunis par Jean Maresca, qui était le producteur de Typhon, pour le 3e album. Et il m'avait incorporé dans le groupe, parce qu'au départ, je n'étais qu'un remplaçant. Et ça a été le coup de foudre musical immédiat avec Jean-Jacques. À quoi ça tient, ça? Un coup de cœur musical, un coup de cœur comme ça? Je ne sais rien. Si j'avais su, j'en aurais eu peut-être d'autres. Avec Paul McCartney, par exemple. Mais c'est pas arrivé. Donc... De quoi on parle quand on a la vingtaine, qu'on s'appelle Michael Jones ou Jean-Jacques Goldman, qu'on vient de se rencontrer, qu'on rêve de faire de la musique? De quoi on se parle? On part pas, on joue. Ouais. Ça en a commencé. Jean-Jacques s'est mis au piano. Moi, j'ai pris la guitare. On a fait des blues. C'était comme ça que ça s'est passé. Et voilà, notre passion, c'était la musique. Et donc, on s'est mis à parler une fois qu'on se connaissait un peu mieux. Mais au départ, c'était surtout la musique qu'on faisait. On a écouté il y a quelques instants « Je te donne » avec Jean-Jacques Goldman. Et hors antenne, vous nous avez dit « Ah, c'est pas la bonne version, je préfère l'acoustique ». Oui, parce que le son est plus moderne, plus récent. C'est très difficile de refaire Je te donne. C'est une chanson qui est pas facile à faire autrement. Ou faut le massacrer, comme certaines versions que j'ai pas aimées. Il y a une nouvelle version qui va sortir, ça s'appelle L'Héritage, avec un gospel, c'est pas mal, c'est sympa. C'est Eric Benzi qui a arrangé ça. Mais la version acoustique... Mais d'un point de vue du public, en tout cas nous, simples auditeurs, quand on écoute Je te donne, on a quand même le côté Madeleine de Proust, les sons qui nous enveloppent, c'est un petit plaid. Oui, la version acoustique ne change pas énormément. C'est juste, il n'y a plus les solos de guitare au milieu et il y a une section de cordes et il y a aussi un chœur gospel à la fin. Qu'est-ce qui a changé dans la façon de faire de la musique à cette époque et maintenant? C'est-à-dire qu'à l'époque, ça coûtait très cher. Il fallait dans un studio enregistrer
les instruments. Il n'y avait pas les ordinateurs à l'époque, donc il fallait jouer bien en place. Il n'y avait pas autotune, donc il fallait chanter juste. Et aujourd'hui, n'importe qui peut chanter n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir un petit clavier qui fait 40 cm de large et un ordinateur, et on peut programmer la musique et on peut chanter. Et si c'est pas juste, on met autotune à donf et ça donne une autre couleur. C'est un peu une couleur à la mode. Mais il peut y avoir aussi de la beauté dedans, dans l'autotune, dans les accidents de la création. Il y a plein d'artistes qui l'utilisent comme un véritable instrument maintenant. Ah oui, ils utilisent mais j'aime pas le son. Moi, je trouve que ça enlève tout le caractère de la voix. C'est comme si aujourd'hui, par exemple, pour les guitaristes, il y a une nouvelle mode, c'est des amplis simulés. C'est quoi ? C'est des boîtes électroniques où il n'y a plus d'haut-parleurs, on branche directement dans la table ou dans la sono, et ça fait illusion. Mais c'est pas le vrai son, c'est comme un synthétiseur qui essaie d'imiter un orgamo ou un piano Fender. Ça imite. Est-ce que vous pensez que maintenant on a accès au vrai son avec nos téléphones, avec les endroits, les enceintes connectées, les endroits où on écoute la musique? Ah, du tout, pas du tout. C'est-à-dire que c'est pareil, dans le temps, les haut-parleurs, ils faisaient 1 mètre de large sur 60 cm, 80 cm de haut, parce qu'il faut un certain volume pour qu'un haut-parleur sonne. Donc aujourd'hui, les petits haut-parleurs qu'on a, c'est simulé électroniquement. Donc on perd des fréquences. Et c'est comme l'MP3. L'MP3, il n'y a que 10% de la musique. Donc, pour moi, ce qui est dommage, c'est qu'on est obligé d'écouter très fort pour avoir un son à peu près potable. Mais bon, moi, je suis déjà sourd, mais c'est pas très, très bon pour les oreilles. Philippe Tessier. Non, tu sais qu'au-delà d'avoir un guitar héros avec nous, on n'a pas seulement qu'un guitariste, on a quelqu'un qui écrit. Et en 95, si mes souvenirs sont bons, tu te retrouves avec Ricky Lee Jones en compétition pour l'album 2 de Céline Dion. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que moi, j'avais fait les textes en adaptant les textes de Jean-Jacques pour que ça reflète à peu près l'ambiance, ou en tout cas ce que Jean-Jacques avait envie de dire. Mais Ricky Lee Jones, et je faisais pas le poids, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas lu le texte, ils ont dit, non, le Ricky Lee Jones. Ça tient à quoi une chanson qui reste ? Ah, si je savais. En tout cas, on va écouter une chanson qui est restée pour vous dans votre vie. C'est Apache, du groupe The Shadows. Ce morceau, ça a été un des morceaux les plus samplés de l'histoire. Ça a été une des plus grosses claques dans les années 80, 90 et même 2000. Il a été repris dans le hip-hop jusqu'à Missy Elliott. Indochine. Et ça a été un morceau où la culture hip-hop a explosé. Tous les danseurs dansaient sur ce sample-là. Pourquoi ces accords, encore une fois, sont magiques ? C'est des accords extrêmement simples. Il y a des milliers de chansons qui ont été écrites sur ces accords-là, mais c'est le son. C'est-à-dire qu'il faut penser qu'à l'époque, les pédales d'effet n'existaient pas. C'est-à-dire que c'est le son de sa guitare, c'est ses doigts de Hank Marvin dans un ampli Vox. Il y a juste le chambre d'écho qui était une copycat à bande qui tournait, c'est une bande sans fin dedans, et c'est ça qui donne cet effet. Et aujourd'hui, tout le monde rêve d'avoir un son comme ça. C'est juste une beauté incroyable. C'est impossible de reproduire un son comme ça maintenant qu'on a tellement de technologies à disposition ? On n'a pas besoin. Il faut les doigts, d'abord. C'est le plus important. Les gens ne savent pas, mais Hank Marvin, c'est un super guitariste de jazz. Il était déjà là, il faisait sa musique pop, mais il a une culture musicale énorme. C'est un énorme monsieur, et respecté par tout le monde. Voilà, c'est mon première influence, c'est qu'il est resté très très fort en moi. Michael Jones, vous venez de publier l'autobiographie Mes plus belles chances aux éditions Robert Laffont. Quand on parle de chances qui s'accumulent, est-ce qu'on pense qu'il y a un destin ou une accumulation de hasard qu'on a saisi ? Je pense que c'est surtout le fait de pouvoir saisir ces chances. C'est-à-dire que je pense que... D'ailleurs, Jean-Jacques en parle beaucoup dans ses chansons. C'est ta chance, par exemple, en est une.
Je crois que Omar Sy cite cette chanson en disant que en écoutant cette chanson, je me suis dit, je peux avancer dans la vie. Et voilà, c'est saisir les chances qui est important. Elles sont là pour tout le monde. Quel travail il faut faire sur soi pour réussir à saisir une chance quand elle se présente? Faut pas trop écouter les autres. Je pense que le pire, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qui vont nous dissuader en disant « Ah ben non, faut pas faire ça, tu prends un risque, tu sais pas où tu vas, tu connais pas l'avenir. » À ce moment-là, on deviendrait tous fonctionnaires, quoi. Non. Est-ce qu'il faut travailler avec des œillères pour avancer? Non. Ah non, non. Il n'y a rien de pire. C'est-à-dire que, voyez, je crois que Jean-Jacques en parle, il n'y a rien de pire que la vie de chanteur. C'est-à-dire qu'on a des œillères en vie dans un endroit clos. Pour créer, il faut vivre avec des gens. Il faut rencontrer des gens normaux. Il faut prendre le métro. Voilà, si on ne vit plus, on parle de quoi? Est-ce qu'en amour, vous avez eu de la chance? Bah oui. Ouais. Bah oui. Comment vous l'avez su? Parce qu'on est heureux. Il n'y a que ça qui compte. Vous dites souvent « je t'aime » ? Oui, moi je ne suis pas comme Jean-Jacques. Jean-Jacques, il dit « sache que ». Comment ça, il dit « sache que » ? Il n'a jamais dit « je t'aime » dans une chanson. Ouais. Si, il le cite. Mais il y a il y a mourir dans « je t'aime ». Ou il y a un contrat dans « je t'aime ». Voilà. Mais il n'a jamais dit « je t'aime » dans une chanson. Moi, je le dis. Et j'aimerais qu'on écoute quelqu'un qui chante très bien l'amour et qui a une femme dans sa vie qui l'a très bien chanté. C'est Ray Charles avec I've Got a Woman. Ouais, c'est un peu misogyne quand même. Vous avez raison. Pourquoi vous aimez ce morceau, Michael Jones? Ah, c'est le riff. Il y a une riff. Normalement, lui, il l'a fait au piano, mais on peut le faire un peu country à la guitare. Donc, je disais que c'était un peu misogyne parce qu'il dit quand même que la place d'une femme, c'est à la maison. Oui. Mais totalement misogyne. Voilà. Mais c'est la chanson elle-même, comment elle est construite. Il y a une très très belle version de Johnny Hallyday qui était live au Palais des Sports, il me semble. Voilà, ça fait partie des morceaux où on bof. Tout le monde la connaît. Et bon, Ray Charles, j'ai eu la chance de travailler avec lui. Et alors, il faut nous raconter ça. Alors, c'était à l'occasion d'un film... On peut pas dire dans une phrase détente, Ray Charles, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui et passer à autre chose et boire son café. Alors, c'était un film de Bernard Schmitt qui s'appelle Pacific Palisades. Ouais. Et la dernière chanson pendant le générique du film, c'est une chanson qui s'appelle Pacific Palisades et c'est chanté par Ray Charles. Et donc, j'ai écrit cette chanson... la musique est de Jean-Jacques et les textes sont de moi. Et il arrive, il commence à jouer la chanson au piano. Nous, on avait fait la maquette et c'est une autre chanson. C'est-à-dire qu'il a fait une chanson de Ray Charles. C'est fabuleux. Mais comment ça se passe juste avant qu'il arrive? C'est-à-dire que vous êtes avec Jean-Jacques Goldman et vous dites « Mec, on va écrire pour Ray Charles, tu te rends compte? Ça rigole, c'est studieux, c'est quoi l'ambiance ?» Est-ce qu'il y a une pression? Ah non, du tout. C'est-à-dire que c'est une idée de Jean-Jacques, Ray Charles. Parce qu'on est tous les deux fans fous et je pense qu'il s'était dit, s'il y a une voix qui peut faire cette chanson, c'est Ray Charles. Jean-Jacques est très fort pour ça. C'est comme pour Céline Dion. Il sait exactement qui va pouvoir faire ça. Pour Johnny, pareil. Et donc, voilà, donc Ray Charles est venu, il fait la chanson. Nous, on était là, genre bouche bée. Waouh! Il y avait des une prise. Une seule prise? Une seule prise. J'étais obligé de dropper un mot. Dropper un mot, c'est de réenregistrer juste le mot. Parce qu'il chantait en lisant le braille et il s'est trompé d'un mot. Il y avait des blagues de Ray Charles, il y avait un humour de Ray Charles. Il y avait dans la chanson. Ouais. Mais en fait, il est venu, on s'est dit bonjour, on a travaillé, on a fait la chanson, on s'est serré la main, il est parti. C'est dingue parce que lorsqu'on écoute une chanson, en général, on a l'impression que les gens ont passé un moment incroyable et la chanson survit à ce moment. Et des fois, c'est aussi simple que ça. Oui, mais il avait eu la maquette, parce que
pour faire venir un artiste comme Ray Charles, il faut qu'il apprécie la chanson. Ouais. Et donc, il avait eu le maquette où c'était moi qui chantais, et il a accepté, il est venu, il l'a fait. Et, il avait bien bossé, il connaissait toutes les harmonies et tout, et voilà, il a fait une chanson de Ray Charles. Est-ce qu'il faut toujours travailler avec les héros de sa jeunesse ou parfois on risque d'être déçu? J'en ai aucune idée. Est-ce que vous avez rencontré vos idoles? Non, pas toutes. Non. Non, moi, mon rêve, c'est Paul McCartney. C'est même pas pour dire bonjour, c'est pour jouer avec lui, quoi. J'aurais jamais fait ce que j'ai fait s'il n'avait pas été là. Donc, mais j'en ai rencontré quelques-uns quand même. Mais c'est souvent des belles rencontres. Des fois, on est déçus. Mais en général, les grands, c'est des gens vrais. En tout cas, vous faites partie des grands Michael Jones, au même titre que Jean-Jacques Goldman. 1m80. La vie par procuration, elle prend quel sens aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux, où tout est accessible, d'Instagram, de TikTok, de Facebook, de Twitter, de Snapchat? Ça existe encore. Ouais. En fait, je ne pense pas que Jean-Jacques l'avait écouté la chanson, mais il y a exactement le même texte dans une chanson des Beatles, qui s'appelle Eleanor Rigby. Et mais Jean-Jacques était plus Stones. Le mec Beatles, c'était moi. Moi, je rencontre des gens comme ça encore aujourd'hui. C'est-à-dire que... d'ailleurs, je crois que ça se reflète déjà dans certaines téléréalités. C'est-à-dire que les gens, ils sont arrivés, ils sont pas là pour montrer leur talent, ils sont là pour être connus. Et il y a beaucoup de gens qui vivent à travers ça. Bon. Vous, la célébrité, on a l'impression que c'est quelque chose que vous avez plutôt fui. Jean-Jacques Goldman aussi. Ouais, c'est-à-dire que la célébrité, ça veut dire quoi? C'est qu'on a eu un petit peu plus de chance que les autres. Et on a pu vivre d'une passion. C'est génial. Mais rien de plus. C'est-à-dire que je pense que pendant le confinement, nous, on faisait pas grand-chose. Mais il y avait toutes ces personnes qui travaillaient d'arrache-pied pour sauver des vies. Ça, c'est important. Ça, c'est des gens importants. C'est comme les bénévoles des Restos du Cœur, par exemple. C'est des gens qui travaillent toute l'année. Les Enfoirés, on bosse pendant un mois. Et ça fait... Bon, ça finance 20% des Restos du Cœur quand même. C'est fabuleux. Et c'est des artistes qui se mettent en question, c'est-à-dire... Ou se mettent pas en question, presque. C'est-à-dire s'habiller, se déguiser... Donc, ça sert à ça, la célébrité, c'est tout. Aider les autres. Mais En tout cas, c'est important de rappeler qu'à l'approche de l'hiver et du temps là, qui est en train de se compliquer, qu'on peut toujours donner au Resto du Cœur. Ah ben oui, ça, il faut le donner. Il faut donner. Moi, j'ai arrêté les Restos du Cœur. Non, j'ai arrêté les Enfoirés. Parce que j'ai 70 ans presque. Et c'est fatigant. C'est très, très fatigant. Tellement que maintenant, je ne m'amuse pas. Parce que je suis tellement concentré. J'ai le nez dans le guidon. Donc, à la place, je vais faire une tournée des Restos du Cœur où on va jouer dans les Restos du Cœur. Il y a des animations Magnifique. dans les Restos du Cœur, mais là, ça va me prendre 20 minutes. Donc, je vais aller chanter quelques chansons, histoire de remonter le moral des bénévoles et de ceux, évidemment, qui en bénéficient, qui doivent quand même avoir le moral dans les chaussettes un peu. Mais c'est là où je veux en venir, en fait. C'est qu'on est quand même à une époque où les artistes souvent parlent de leurs followers, de leurs vues, de leur influence. Et vous, comme Jean-Jacques Goldman, vous êtes encore attiré par avoir une guitare, écrire des textes, chanter, être au contact des gens. Et on a l'impression que l'ombre, c'est quelque chose dans lequel vous êtes très très à l'aise. Pas tout à fait, parce que j'ai monté une émission de télé qui s'appelle Confiture. Parce que Confiture en français... En anglais, c'est jam, et jam en français, c'est bœuf. Et donc, pendant le confinement, on ne pouvait pas travailler, et les restaurateurs ne pouvaient pas travailler. Donc, c'était de réunir les artistes avec un chef et passer un moment ensemble. Donc là, évidemment, on regarde les vues, parce que c'est une chaîne YouTube et c'est important. Parce que on a envie de continuer. Mais sinon, non... moi, je m'en fous. Je dois avoir 5000 abonnés sur Twitter. Aussi, j'ai à peu près 80 000 sur Facebook. Mais bon, c'est la nouvelle mode, c'est tout. C'est-à-dire que maintenant, le disque ne se vend plus. C'est les vues, c'est... Voilà.
Mais En tout cas, je vous fais- avez 5000 abonnés, mais vous faites partie des rares à avoir écrit une chanson pour Johnny Hallyday. Oui. Et on écoute sur Europe 1 J'oublierai ton nom, chanson écrite par Jean-Jacques Goldman et Michael Jones de Johnny Hallyday. Quel souvenir de cette chanson-là? Alors, le grand souvenir, c'est que avant que Johnny chante la chanson, moi j'ai chanté la partie en anglais pour envoyer en Irlande à Carmel. Et Johnny était là en train d'écouter. Et après, c'était à Johnny de chanter. Et au bout d'un moment, Jean-Jacques vient me voir, il me dit « Michael, j'espère que ça ne te dérange pas, mais il faudrait que tu partes. » Pourquoi? Alors, ok, donc je vais voir Johnny. Et je dis « Bon, salut ». Et il me dit « Je suis désolé, Michael, mais je t'ai écouté chanter, j'arrive pas à chanter devant toi. » Donc voilà, j'ai pris ça comme un compliment et ça prouve la sensibilité de Johnny. Tout le monde pensait que c'était un grand dur et tout, non. C'était un extrême timide et Voilà. quelqu'un de très sensible. Exactement. Et donc ça m'est resté, c'est-à-dire que, bon, Est-ce qu'il vous manque Johnny Hallyday? bien sûr. C'était le boss français, quoi. C'était une voix exceptionnelle. Même, je l'ai vu, les vieilles canailles, avant son décès, et il était fatigué, ça se voyait, mais la voix, elle était encore là, quoi. J'avais eu la chance d'être là aussi et c'était fabuleux. Michael, vous dites que le véritable amour, Philippe de votre, Tessier. le véritable amour de votre vie, c'est la guitare. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce rapport que vous avez avec cet instrument? Au départ, c'était l'instrument le plus pratique parce que le seul transportable. Et quand on allait jouer dans les pubs aux périodes de Noël, on pouvait s'accompagner et avoir l'air un peu moins con. Et d'ailleurs, il y a aussi le fait qu'on se cache un peu derrière. Moi, je ne suis pas un frontman naturel. Je ne peux pas me mettre comme ça avec un micro. Je me sens un peu à nu. Donc, c'est un compagnon. Et après, quand on progresse avec l'instrument, on a l'impression que ça devient partie de soi. C'est-à-dire qu'il y a des vibrations, on les sent. Et il y a une fusion énorme entre l'instrument et celui qui le joue. Je ne sais pas expliquer autrement. On ne peut pas ne pas citer le trio Fredericks, Goldman, Jones. Et il y a une anecdote avec l'album Pluriel qui sort en 2000. L'album est fait dans un coffret métallique. Les camions partent de Sony. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les camions venaient d'Italie. C'est pas Pluriel, c'est Rouge. C'est Rouge, excuse-moi. Voilà. Et on a volé le camion. Il y avait tous les pochettes dedans. Bah alors? Voilà, il y en avait, je sais pas, 300 000. Donc il y avait des rustlers d'albums. Non, en fait, je pense qu'ils ont piqué. C'était en tôle. Elle était en fer. Je crois que même c'était de l'alu. Et ça a de la valeur. Et donc, je pense que non, ils les ont fondus pour vendre le métal. Et ça fait que ça a retardé un peu la sortie de l'album. Ouais, c'est bien vendu quand même. Donc, Ça a changé quelque chose dans votre vie, cet album? oui. Travailler en groupe, c'est quand même quelque chose de fantastique. C'est-à-dire que le partage musical, j'ai toujours aimé ça. Et là, on avait un truc. On ne sait pas comment expliquer ça. Par exemple, le premier album Fredericks Goldman Jones, Jean-Jacques nous avait invités dans son studio pour travailler les voix. Et il s'est vite rendu compte qu'il n'y avait pas besoin. Que ça marchait tout seul. Il suffisait qu'on se met autour d'une guitare et on chante. Chacun trouvait sa voix automatiquement. Pourtant, vous avez tous les trois des voix tellement différentes. Pas tant que ça. On avait la même tessiture à peu près. Carole chantait un tout petit peu plus haut que Jean-Jacques. Mais on pouvait s'interchanger de voix. Ça allait, je ne sais pas comment expliquer, ça allait tout seul. J'ai un souvenir, on jouait à Toulouse une après-midi pendant les Restos du Cœur pour une autre association, parce qu'on faisait souvent ça. Et donc, Jean-Jacques, Carole et moi, on a chanté avec juste 2 guitares. Et après nous, Maxime Le Forestier passait, il me dit « Mais comment veux-tu que je passe après vous? Vous êtes des tueurs. » Et il le pensait sincèrement, parce que bon, Maxime est passé derrière pour faire La Maison Bleue, mais c'est une super chanson, donc il n'y avait aucun problème. Mais c'est vrai qu'il y avait une espèce de puissance quand on chantait tous les trois, que
Voilà, on ne peut pas expliquer, c'était comme ça. On fait un bisou à Maxime et on écoute Goldman, Frédéric Jones, à nos actes manqués. Parlez-moi de ce morceau qui a connu une deuxième vie grâce à Matt Pokora, mais surtout de vos actes manqués. Si on fait un peu la rétrospective, je sais que vous êtes très pudique, que vous dérivez tout le temps sur la musique, le studio, qu'on ne fera rien sortir de votre bouche. Si, je peux en parler d'une, c'est-à-dire qu'un jour, Eric Benzi, qui était en train de produire l'album d'Angoon, m'a proposé de faire les versions anglaises. Et je sentais pas les chansons, c'est-à-dire que j'avais pas d'idée. Et j'ai dit à Eric, je suis désolé, je pense pas que je peux leur rendre justice. Et c'est devenu un tube mondial, donc c'est un acte manqué d'avoir pas fait ça. Mais je regrette pas parce que je pense que je n'aurais pas été à la hauteur. Et d'ailleurs, à nos actes manqués, le clip est tourné à Lyon. Exact. Ah oui. Dans la vie, il y a les actes manqués, mais également les passes décisives. Et vous avez fait une passe décisive à un jeune ingénieur du son à l'époque qui était inconnu, et c'est Philippe Zdar. Oui. Comment ça s'est passé? À l'époque, j'habitais à Aix-les-Bains. Ouais. Et lui aussi. Et il était ami avec la personne avec qui je vivais à l'époque. Et donc un jour, on se rencontre et il m'a dit qu'il avait envie de faire du son et tout. Et j'ai dit, la meilleure façon de commencer, c'est pas de faire des études, c'est de devenir assistant dans un studio. Parce qu'on a beau faire toutes les études imaginables et possibles de son, ça ne nous donne pas les oreilles. Il faut les avoir au départ. Et donc, pendant le mixage de mon premier album solo, je l'ai invité. J'étais au studio Marcadet et il cherchait un assistant. Et donc, il a été pris. Il a fait l'essai, le bout d'essai avec moi. Et donc, il a commencé par faire les cafés. C'est comme ça que ça se passe. Et dans le studio à côté, quand on faisait ce mixage, il y avait Gilmour, qui faisait une solo de guitare. Donc lui, il avait une semaine pour faire une solo de guitare, pendant que nous, on avait une semaine pour mixer l'album. Et donc, de fil en aiguille, il a gravé les échelons jusqu'à devenir une star de mix. Et malheureusement, il est disparu trop tôt. Comment est-ce que vous avez pris l'arrivée de la musique électronique et de ces groupes? Alors, on s'en est servi d'abord. Parce que déjà, à l'époque de Frédéric Goldman Jones, on utilisait des programmations, des séquences. Si on écoute une chanson comme Vivre sans vie, il y a un peu derrière. Alors, il y a du bon et il y a du moins bon dans l'électronique. C'est-à-dire que là, par exemple, quand on écoute l'intro de New Order, il n'y a plus d'accords. Il n'y a plus d'harmonie. C'est juste des lignes de basse monophoniques, de basse ou ding 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 ding. Et donc, moi, ça me gêne parce que moi, je suis un passionné de l'harmonie. Après, il faut vivre avec son temps. Aujourd'hui, que c'est comme ça. Mais ça vous fait quand même danser. J'ai jamais été un bon danseur. J'ai toujours fait danser les gens. Michael, vous êtes l'homme des contrastes. Dans le livre, il y a une chose que vous n'évoquez pas, qui était assez drôle d'ailleurs, c'est la tournée des campagnes, Frédéric, Goldman, Jones, où vous débarquiez dans des tout petits villages avec 50 chœurs de l'ex-Armée Rouge. Vous pouvez nous parler de ce concept qui était absolument incroyable? En fait, ils n'étaient pas 50, ils n'étaient que 15. 15, pardon. Voilà, parce d'ailleurs, on a joué à l'Arbrel. À Besnay, le village, voilà. Le village des fraises. Le village des fraises. Très bien. Oui, parce que souvent, on jouait dans des grandes villes où il n'y avait que des gens des grandes villes qui pouvaient venir. Et Jean-Jacques et moi, comme la plupart des musiciens, on venait du bal. Et on avait envie de retrouver cette ambiance de bal de campagne. Et donc, on a fait cette tournée des campagnes qui était fantastique. Mais vous réalisez le luxe que c'est d'aller se faire un kiff quand on est un des groupes les plus populaires de France et de se dire, on va faire une tournée juste pour faire des balles. Ouais, c'est génial. C'est toute une logistique pour aller faire des balles. Ouais, c'est un luxe incroyable. Ouais, ça m'arrive aussi. Un jour, j'ai dit, tiens, je vais faire que des cafcons. J'en parle un peu dans mon livre, mais il y a eu un moment où on a inventé la pollution sonore.
Il y a un politicien qui a dit qu'il faut limiter la pollution sonore, donc on a interdit que les musiciens chantent dans la rue, on a interdit qu'on fasse de la musique dans les bars, etc. Et donc, pour soutenir tous ces bars qui commençaient à fermer les uns après les autres, je suis allé jouer dans ces bars. Et moi, je trouve que c'est une ambiance géniale. Si on ferme les bars, en tout cas les bars où il y a de la musique, ils vont jouer où, les jeunes ? C'est terrible, c'est-à-dire qu'on est en train de fermer l'endroit où on peut commencer. Ed Sheeran, il a commencé dans la rue. En France, c'est interdit. J'aimerais vous présenter une artiste qu'on aime beaucoup dans Verven Underground. Son album Safe and Sound est disponible et est réédité. Et cette artiste, c'est Awali. Bienvenue. Merci beaucoup, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue chez nous. Merci infiniment. On est très contents et j'ai très envie de vous présenter à Michael Jones pour plein de raisons, parce que vous représentez tous les deux une musique qui ne fait parler rien d'autre que la musique. Et c'est rare de nos jours. Je suis touchée déjà d'être comparée ou unie en tout cas à Monsieur Jones. Et puis merci. Michael Jones est très très humble. Depuis tout à l'heure, il fait comme si c'était très normal d'être avec lui, alors que le mec, il est à la tête d'une majeure partie de la pop française. Qu'est-ce que ça pour vous, c'est quoi ? C'est qui Michael Jones ? Comment dire ? Vraiment, c'est très compliqué parce qu'elle est juste à côté de moi déjà. Mais oui, un très grand artiste, une très belle âme, justement que ça se ressent, cette âme, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il a pu écrire, dans tout ce qu'il a pu chanter, dans ce qu'il a pu jouer. Je dis des conneries aussi. Hein. Oui, mais ça fait partie. Des belles âmes aussi. Et c'est très impressionnant. Voilà, je le dis, d'être à côté de vous. Là, pour la première fois. Enfin bon, voilà, c'est une belle surprise. Moi, je vous rassure, Awali, on est également très impressionnés de vous recevoir, parce que moi, je connais votre musique et je pense que Michael Jones va l'être aussi. Vous avez découvert la musique grâce à votre père. Dans sa discothèque, il y avait du jazz, du blues, des musiques africaines. Mais c'est seulement plus tard que vous commencez à chanter. Ouais, disons que c'était très, très éclectique, tout ce qu'écoutait papa. Et c'est grâce à lui, c'est une curiosité en tout cas musicale et l'envie d'écouter beaucoup de choses différentes. Et non, le chant, par contre, depuis toute petite, j'aime chanter, mais de là à en faire mon métier, il s'est passé tellement de choses entre-temps qu'on n'aurait pas assez de pour pouvoir vous raconter. Ça a été quoi le déclic ? Mais alors le déclic, c'était tout simplement en Italie. Moi, j'ai vécu à Rome pendant plus de 21 ans. Je suis revenue là au moment du premier confinement à Paris. J'étais censée rester pour la promotion de Safe and Sound et je suis restée bloquée ici. Et voilà, mais en tout cas, c'est là-bas. J'étais partie pour 6 mois à la base. Et puis j'ai rencontré énormément de musiciens qui m'ont soutenu, qui m'ont poussé, qui m'ont invité à participer à beaucoup de jam sessions. J'entendais tout à l'heure vous parler de Buff, etc. Et puis c'est là que j'ai commencé en fait à faire de ma passion mon métier. Et j'étais partie pour des études de commerce international, donc vraiment rien à voir. Et j'ai démissionné et je me suis lancée corps et âme, justement. Bienvenue au club. Ça correspond à ce que vous disiez plus tôt, Michael Jones, c'est que des fois, c'est la musique qui vous choisit. Exactement. En tout cas, on est obligé de faire le choix. Mais on n'a pas trop le choix, en fait. C'est tout à fait ça. C'est vraiment se sentir comme happé, comme poussé, comme attiré et de pas pouvoir faire autrement et de se dire qu'à côté de ça, voilà, c'est un peu une folie. Enfin, j'étais très dans des études universitaires, avec un travail ensuite qui donnait une certaine forme aussi de sécurité, etc. Puis là, c'est se lancer sans filet et puis on se dit, quel que sarà, sarà. Capito? Et voilà, et ça a été vraiment une... Et le meilleur est à venir. Et le meilleur est à venir. Toujours le en meilleur italien, est déjà ça là. donne quoi? Il migliore sta per venire, però per me il migliore è già qui, c'est-à-dire le meilleur est déjà ici, et en fait ça peut que devenir mieux, mais il faut se dire que c'est ici et maintenant le meilleur. Contrairement à ce qu'on... Oh pardon. Mais contrairement à ce qu'on pense, parce que quand on parle de la musique, le pop, on pense souvent à la Grande-Bretagne, mais l'Italie est un grand pays de musique. Pop, et qu'il y a des artistes fantastiques, des grands musiciens, mais on n'y pense pas. Mais si on regarde en arrière, il y en a eu tellement d'immenses artistes italiens et qui ont influencé beaucoup de monde, qui ont influencé les Américains, qui ont influencé Elvis Presley. Lesquels pour notre playlist Michael Jones? Aujourd'hui,
Pour moi, number one, c'est Zucchero, qui est fabuleux, mais il y avait Adriano Celentano, Mina, Paolo Conti, Eros Ramazzotti, bon, et j'en parle. Oui, il y en a beaucoup. Et une scène underground, justement, très, en tout cas à Rome, très, très, très vivante et très florissante. Est-ce que votre musique est qualifiable? Parce qu'en fait, on a l'impression que c'est tellement un mélange d'influences entre les États-Unis, l'Italie, la France. Ça ressemble au monde, en fait. C'est ça, c'est une belle image. Ça, c'est vraiment ce que je suis aussi. C'est vrai que ça fait très cliché maintenant de dire je suis citoyenne du monde, mais c'est vraiment ce que je me sens d'être. Intrinsèquement, vraiment profondément. Je suis née, j'ai grandi à Paris, mais donc ça fait plus de 20 ans que j'habite à Rome. Mes origines sont du Sénégal, de Dakar, où j'ai la chance de pouvoir aller assez souvent. J'ai fait une partie de mes études aux États-Unis et tout ça constitue ce que je suis et je le retranscris, le retransmets dans les sons, dans les chansons que j'écris. Michael Jones, comment vous vivez, vous, le sampling? Comment est-ce que vous vivez d'être samplé? Le sampling fait partie aujourd'hui de la musique. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'un jour, on n'aura plus rien à sampler à force de les sampler. Et donc, on sera obligé de revenir vers les instruments qui font ces sons. Non, on a toujours essayé de copier des choses. Hein, ça a toujours existé. Et le sampling utilisé à bon escient, ça peut être vachement bien. Des grands musiciens ont utilisé le sampling. Dr. Dre est un grand musicien, un grand producteur. Prince utilisait également le sampling. Alors, je vais poser une question bête. Le premier sampling. Le premier sample? Ouais, le Benefits of Mr. Kite par les Beatles dans Sgt. Pepper's. Exactement. Où ils ont découpé la bande parce que c'était pas libre de droit. Ils ont mélangé la bande, ils ont recollé ensemble pour faire cette musique de fête. Et je vous invite à regarder un sublime documentaire de Mark Ronson où il y a cette anecdote qui est racontée par Paul McCartney et où ça parle du sampling. C'est disponible sur Apple TV. Nous sommes avec Awali et on a une tradition à Awali ici, ça s'appelle la couverture. Vous savez, l'émission c'est Verveine Underground. Ouais. On a sa petite verveine, on a son petit underground, on mélange les cultures, les influences, les générations. Et là, un petit plaid, une couverture, une cover. Et Awali nous fait le plaisir de reprendre Je te donne de Jean-Jacques Goldman en a cappella. Merci. Juste à côté. Juste à côté de Michael Jones. Waouh. I can give you a voice bred with rhythm and soul, the heart of a Welsh boy who's lost his home. Put it in harmony and let the words ring. Carry your thoughts in the song we sing. Je te donne mes notes, je te donne mes mots. Quand ta voix les emporte à ton propre tempo. Une épaule fragile et solide à la fois. Ce que j'imagine et ce que je crois. Je te donne toutes mes différences. Tous ces défauts qui sont autant de chance. On ne sera jamais des standards, des gens bien comme il faut. Je te donne ce que j'ai, ce que nous valons. Michael Jones et Awali dans Verveine Underground sur Europe 1. Je vous pose la question à tous les deux. C'est quoi des gens bien comme il faut? Des gens qu'on ne sera jamais. Je crois qu'il y a autant de gens bien comme il faut que de personnes sur cette planète. Je pense qu'il y a trop de gens comme il faut qui ont des façons de penser qui sont vachement négatifs. C'est comme on en parlait tout à l'heure, les chances se provoquent, mais souvent des gens comme il faut, c'est des gens qui ne provoquent pas de chance. Et après, ils se plaignent parce qu'il leur arrive rien. Donc voilà, comme il faut, c'est de rentrer dans une espèce de moule. Et c'est pas bien. Est-ce que c'est confortable d'être comme il faut? Ouais. Peut-être, mais ennuyeux aussi. Ça doit être très ennuyeux. Après, justement, je disais vraiment, il y a autant de vérité qu'il y a de personnes sur cette planète. Peut-être que comme il faut dans un endroit, c'est pas comme il faut dans un autre. Donc ça dépend vraiment de là où on laisse vraiment parler on est aligné avec soi. Là où on est aligné avec soi, qu'on parle et on dit vraiment la vérité de son cœur,
c'est comme il faut, pour moi en tous les cas. Awali, vous avez choisi Roots d'Alex Haley. En effet, un livre que j'ai mis beaucoup de temps à lire parce que c'était très dense et très fort, très puissant. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis d'origine sénégalaise et donc bien sûr je me sens par rapport à mon histoire, à ma famille, aux ancêtres, extrêmement touchée par l'histoire. Justement, c'est quoi l'histoire de ce livre ? Elle raconte l'histoire d'une famille sur plusieurs générations. Donc en esclavage jusqu'à plus ou moins la ségrégation, l'époque de la ségrégation américaine. Mais cette première partie, justement, vous disiez tout à l'heure, de Kunta Kinte, surtout, qu'on suit cette famille donc, et l'évolution et le drame de ce qu'est l'esclavage. Je vais être en primaire, donc quand on a commencé à voir la série aussi. J'ai lu le livre après, j'ai d'abord vu la série. La série en France était diffusée sous le nom de Racine. Voilà. Qui est la traduction littérale en fait de Roots. Et dire que ça m'a marqué dans tous les sens du terme, c'est un euphémisme. C'est vraiment là que j'ai pris conscience. Donc voilà, je devais avoir 8-9 ans en tous les cas, de la souffrance humaine et de ce qu'on peut infliger en tant qu'humain à d'autres humains. Et ça ça a complètement bouleversé ma façon de voir les choses et de métaboliser ça au fur et à mesure, de l'intégrer et de voir aussi le résultat de ça, jusqu'à présent d'ailleurs. Comment est-ce qu'on se construit en tant que femme lorsqu'on prend conscience très jeune, grâce à une œuvre comme Roots, de son histoire, de l'esclavage, et comment est-ce qu'on avance, quel est le regard qu'on a sur la vie après? J'ai eu la chance j'ai la chance d'avoir des parents qui sont qui ont été très présents et qui surtout nous ont appris à nous aimer sous toutes nos facettes et à être fiers de qui nous sommes, dans le sens où à être fiers parce qu'on est né, la naissance, voilà, c'est ça dépend des croyances, mais bon, on est qui on est, on choisit pas forcément, mais on peut s'aimer de manière très 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 viscérale et ne pas se laisser caractériser ou décrire ou se faire dire qui on est par d'autres. Voilà. Et surtout se dire que voilà, c'est pas l'histoire, bien sûr, et de savoir d'où on vient. Ça permet de savoir où on va sûrement, mais ce n'est pas ça qui va te qualifier. Voilà, c'est pas ça qui va te qualifier. Ni te disqualifier. Non plus. Vu qu'on est dans une époque où on disqualifie beaucoup ceux qui se lèvent. Michael Jones, vous avez choisi les Beatles. Oui, parce qu'ils ont changé ma vie. D'abord, les Shadows, et après, la musique chantée. Parce que les Shadows, c'était chanté, mais c'était Cliff Richards, donc c'était un peu variété anglaise, quoi. Et les Beatles, ils ont juste changé la musique au monde. Voilà, parce que au départ, c'était juste du rock avec quelques belles chansons, et ensuite, dès qu'ils ont arrêté de faire de la scène, c'était l'expérimentation et l'innovation de tellement de choses. Et ils ont changé la musique dans le monde entier. C'est-à-dire qu'il y a eu l'invasion britannique aux États-Unis qui a bousculé toute la musique américaine. D'ailleurs, les Beatles étaient le premier groupe avec les Shadows à jouer eux-mêmes. Parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, il y avait des wrecking crew qui étaient, par exemple, les Beach Boys n'ont jamais joué sur leurs albums. La plupart des artistes américains, pour gagner du temps, parce que c'était de l'argent, prenaient des musiciens de studio. Eux, ils jouaient sur scène, mais jamais sur disque. Et les Beatles, eux, ils ont amené cette révolution où les groupes ont commencé à jouer. Donc, on n'aurait pas connu les Doobie Brothers, les Eagles et tous les grands groupes américains. Et donc, c'est une vraie révolution, les Beatles.
Awali, pour dire adieu à nos auditeurs, vous avez choisi Clé au sol avec l'album Mother. C'est son dernier album que je suis encore en train d'écouter et de savourer. Et elle a un album précédent qui s'appelle Rose in the Dark. Et j'aime beaucoup. Elle a toute une team autour d'elle qui travaille aussi avec Kiwanuka. Je sais pas si et j'aime beaucoup le son de sa voix. Elle est très très jeune, mais et puis ses textes, elle est alignée. Elle est vraiment très 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 ancrée. Michael Jones, vous êtes avec nous et vous avez choisi, avant de nous dire adieu, Oshi. Oui, c'est quelqu'un qui m'a réconcilié avec la chanson française. C'est voilà, c'est juste super génial. Voilà. Donc elle a été nominée, on ne peut pas citer, mais elle a été nominée dernièrement. J'espère que tout le monde va voter pour elle. Aux Victoires de la musique? Pas Victoire de la musique, l'autre. D'accord, ok. Awali, la réédition de l'album Safe and Sound est disponible. Vous êtes en tournée dans toute la France. Michael Jones, votre autobiographie Mes plus belles chances, coécrite avec Stéphane Basset, c'est disponible aux éditions Robert Laffont. Et nous avons eu une chance sublime de vous avoir avec nous, également Awali. Merci. Merci beaucoup. On se retrouve demain à 20h sur Europe 1.